Nécroscope par Brian Lumley. 10e partie. Dragosani était retourné à l'école pendant plus de 3 mois pour mettre jour à ses connaissances en anglais. Maintenant, c'était à la fin du mois de juillet et il était revenu en Roumanie, ou en Valachie, ainsi qu'il l'aimait constamment à se représenter son pays natal. La raison de sa présence ici était simple. Malgré les menaces qu'il avait proférées lors de sa dernière visite, il était néanmoins conscient qu'une année s'était écoulée et que la chose ancienne dans le sol l'avait averti qu'il ne disposerait pas d'une autre chance passé ce délai. Ce qu'il avait voulu dire au juste dépassait l'entendement de Dragosani, mais il était certain d'une chose, il ne devait pas laisser Tibor Ferenczi expirer à cause d'une négligence de sa part. Si sa fin approchait, alors le vampire serait peut-être plus disposé à partager quelques secrets de plus avec Dragosani en échange d'un prolongement de son existence de mort-vivant. Parce qu'il se faisait tard, quand il avait traversé Bucarest, Dragosani s'était arrêté au marché d'un petit village pour acheter 2 poulets vivants dans un panier en osier. Il les avait mis sous une couverture à l'arrière de sa Volga. Il avait trouvé où se loger dans une ferme située sur les rives de l'Oltoul, et après avoir jeté ses affaires dans sa chambre, il était reparti immédiatement au crépuscule et s'était rendu à la crête boisée, en forme de croix. À présent, dans les dernières lueurs du jour, il se tenait une fois encore dans le périmètre du cercle du sol non consacré sous les pins et scrutait de nouveau la tombe écroulée, taillée dans le versant de la colline, et la terre sombre d'où sortaient des racines tordues dans un enchevêtrement grotesque, semblable aux contorsions de serpents pétrifiés. Après avoir dépassé Bucarest, il avait essayé d'entrer en contact avec Tibor, sans résultat. Malgré tous ses efforts pour tirer l'esprit du vieux démon de son sommeil séculaire, il n'avait obtenu aucune réponse. Peut-être, tout compte fait, venait-il trop tard. Combien de temps un vampire pouvait-il reposer mort-vivant dans la terre sans l'attention de quiconque? Malgré ses nombreuses conversations avec la créature et malgré tout ce qu'il avait appris auprès de Ladislao Jireski, Dragosani savait encore si peu de choses sur les vamphyries. C'était une connaissance réservée à quelques-uns, lui avait dit Tibor, et elle ne lui serait accordée qu'au moment de son entrée au sein de la confrérie. Dans ce cas, le nécromancien allait s'en charger. « Tibor, êtes-vous là? Je suis de retour, et je vous apporte des présents. » À ses pieds, les poulets se serraient l'un contre l'autre dans leur panier, les pattes entravées, mais aucune présence invisible ne bougeait dans l'obscurité. Aucun doigt filandreux n'effleurait ses cheveux, aucun mufle avide ne reniflait son essence. L'endroit était sec, desséché, mort. Des brindilles se brisaient bruyamment sous ses pas, et de la poussière tourbillonnait quand Dragosani posait ses pieds sur les débris végétaux accumulés au cours des siècles. « Tibor, vous m'aviez dit 1 année. L'année s'est écoulée et je suis revenu. Est-ce trop tard? Je vous ai apporté du sang, vieux démon, pour réchauffer vos vieilles veines et vous redonner de la force. » Toujours rien. L'inquiétude envahit Dragosani. Ce n'était pas normal. L'être ancien dans le sol était toujours ici. Il était le Genius Loci. Sans lui, ce lieu n'était rien. Les collines en forme de croix étaient vides. Et qu'en était-il des rêves de Dragosani? Ce savoir qu'il avait espéré glaner auprès du vampire avait-il disparu pour toujours? Durant un moment, il connut le désespoir, la colère, la frustration. Mais ensuite, les poulets entravés dans leur panier s'agitèrent quelque peu et l'un d'eux émit un gloussement inquiet. Une brise murmura de façon étrange dans les hautes branches au-dessus de la tête de Dragosani. Le soleil descendait derrière les collines au loin, et quelque chose observait le nécromancien, caché dans l'obscurité, derrière la poussière et les vieilles branches fragiles. Il n'y avait rien là-bas, mais il sentait des yeux fixés sur lui. Rien n'avait changé, pourtant l'endroit semblait respirer à présent. Il respirait, oui, mais c'était un souffle nauséabond qui ne plaisait pas du tout à Dragosani. Il se sentait menacé, en danger, ici comme jamais auparavant. Il prit le panier et fit 2 pas en arrière, s'écarta du cercle non consacré jusqu'à ce qu'il le retrouve adossé à l'écorce rugueuse d'un grand arbre presque aussi vieux que la clairière elle-même. Il se sentit plus en sécurité, plus stable, avec ce vieil arbre solide derrière lui. La soudaine sécheresse qui avait envahi sa gorge disparut et il avala sa salive avant de demander à nouveau. « Tibor, je sais que vous êtes là. Vous causerez votre perte, vieux démon, si vous choisissez de m'ignorer. » Le vent murmura de nouveau dans les hautes branches, et au même moment un chuchotement se glissa dans l'esprit du nécromancien. « Dragosani, c'est toi. » « C'est moi, oui. Je
suis venu vous apporter la vie, vieux démon. Ou plutôt renouveler votre non-mort. Trop tard, Dragosani, trop tard. Mon heure est arrivée, je dois répondre à l'appel de la Terre sombre. Même moi, Tibor Ferenczi, membre des Vanfiri. Mes privations ont été trop nombreuses, et on a laissé mon étincelle s'éteindre peu à peu. Maintenant elle vacille, c'est tout. Que peux-tu faire pour moi à présent, mon fils? Rien, je le crains. C'est fini. Non, je ne peux pas croire cela. Je vous ai apporté la vie, du sang frais. Demain il y en aura davantage. Dans quelques jours vous serez vigoureux de nouveau. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que les choses en étaient arrivées à ce point? J'étais certain que vous criez au loup. Comment pouviez-vous espérer que j'allais vous croire quand vous n'avez fait que me mentir? Peut-être en cela me suis-je trompé après tout. Mais alors que même mon père et mon frère me haïssaient, pourquoi aurais-je fait confiance à un fils? Et un fils par procuration qui plus est. Il n'y a pas de véritable lien de chair entre nous, Dragosani. Nous sommes fait des promesses, toi et moi, mais bien trop pour croire que quelque chose pouvait en résulter. Néanmoins, tu as prospéré grâce à ta connaissance de la nécromancie, et au moins ai-je pu de nouveau goûter la saveur du sang, bien que celui dont tu m'as gratifié soit infâme. Allons, faisons la paix. Je suis trop faible à présent pour me soucier de... Non. Il y a encore des choses que vous pouvez m'apprendre, me montrer. Les secrets des Vanfiri. Il lui sembla soudain que le sol avait légèrement tremblé sous ses pieds. Les présences invisibles seraient-elles en train de se rapprocher furtivement? Il recula et s'adossa à l'arbre de nouveau. La voix dans son esprit soupira. C'était le soupir de quelqu'un qui est là, de toutes les choses terrestres, qui attend impatiemment l'oubli. Dragosani, lui, oublia que c'était le soupir mensonger d'un vampire. Dragosani, tu n'as rien appris. Ne t'ai-je pas dit que le savoir des Vanfiri était interdit aux mortels? Ne t'ai-je pas prévenu que pour le connaître, il fallait en devenir un, et qu'il n'existait aucun autre moyen? Pars, mon fils, et abandonne-moi à mon sort. Tu oses considérer que je devrais te donner le pouvoir de gouverner un monde pendant que moi je resterai ici à tomber en poussière. Est-ce cela la justice? Que fais-tu de l'équité? Dragosani était désespéré. Alors acceptez le sang que je vous ai apporté. De la viande, succulente. Redevenez vigoureux, j'accepterai vos conditions. Si je dois devenir l'un des vôtres pour apprendre tous vos secrets, alors qu'il en soit ainsi. Mais sans vous, je ne peux pas. La chose dans le sol demeura silencieuse un long moment, tandis que Dragosani attendait et retenait sa respiration. Il lui sembla que la terre tremblait de nouveau, de façon infime, sous ses pieds, mais c'était peut-être seulement son imagination. Le fait de savoir que quelque chose de très ancien et de maléfique, de pourri et de mort-vivant était enterré ici. Contre son dos, l'arbre semblait aussi solide qu'un rocher, et Dragosani ne soupçonnait guère qu'il était rongé à l'intérieur. En fait, l'arbre était creux, et maintenant quelque chose faisait lentement son chemin à travers la terre, et s'élevait vers le bois sec et vermoulu. Dragosani aurait peut-être bientôt perçu ce mouvement, mais à cet instant précis, Tibor parla de nouveau et détourna son attention de l'arbre. As-tu dit que tu avais un présent pour moi? Il y avait maintenant de l'intérêt dans la voix du vampire, et Dragosani y vit une raison d'espérer. Oui, ici à mes pieds, de la viande fraîche, du sang. Il saisit l'un des volatiles et lui brisa le cou. Les cris rauques de l'animal cessèrent immédiatement. Un instant plus tard, il sortit de sa poche un scalpel d'acier brillant et il trancha le gésier du poulet. Du sang rouge gicla et le corps du volatile s'agita quelques secondes là où il avait été jeté, tandis que des plumes voletaient silencieusement vers la terre noire. Tandis que le tapis végétal absorbait le sang du poulet comme une éponge absorbe de l'eau, dans le dos de Dragosani, un pseudopode de putréfaction se glissa rapidement à l'intérieur de l'arbre creux. Son extrémité, d'un blanc lépreux, ouvra un trou au milieu d'un nœud, là où une branche avait pourri, et apparut à moins de 50 centimètres au-dessus de la tête du nécromancien. L'extrémité palpita, luisant d'une vie étrange qui lui était propre, pleine d'une urgence fétale. Dragosani saisit le second volatile par le cou, fit 2 pas en avant, jusqu'au bord de la zone protégée. Et il y en a encore, Tibor. Juste ici, dans ma main. Mais faites preuve d'un peu plus de confiance envers moi et parlez-moi des pouvoirs que je détiendrai quand je serai devenu comme vous. Je perçois le sang rouge qui pénètre le sol, mon fils, et c'est agréable.
Je continue à penser que tu es venu trop tard. Néanmoins, je ne te reproche rien. Nous étions en désaccord. J'étais autant à blâmer que toi. Aussi oublions le passé. En vérité, je ne laisserai pas cette histoire prendre fin sans te montrer au moins une petite partie de ce que j'étais devenu à éprouver, sans te révéler au moins un petit secret. J'attends. Allez-y. Au commencement, toutes les créatures étaient égales. Le vampire originel était une créature de la nature tout autant que l'homme primitif, et de même que l'homme se nourrissait de créatures inférieures, ainsi vivait le vampire. Nous étions tous deux, tu comprends, des parasites à notre manière. Mais alors que l'homme tuait les créatures dont il se nourrissait, le vampire était plus bienveillant. Il les prenait simplement pour qu'elles deviennent ses hôtes. Elles ne mouraient pas, elles devenaient des morts vivants. Ainsi donc, un vampire est une créature tout aussi naturelle que la lamproie ou la sangsue, ou même que l'humble puce, si ce n'est que son hôte vit, devient presque immortel, et n'est pas consommé comme lors d'une possession parasitaire massive. Et tandis que l'homme se muait en hôte parfait, le vampire a également évolué, et comme l'homme devenait la créature dominante, le vampire a bénéficié de sa prédominance. La symbiose. Je lis la signification de ce mot dans ton esprit. Oui, c'est exact. Excepté que le vampire a appris très vite à se cacher. Car en même temps que l'évolution survint un changement singulier, alors qu'auparavant le vampire pouvait vivre sans son hôte, il dépendait désormais entièrement de lui. De même que la mycine meurt sans son poisson hôte, le vampire a besoin de son hôte pour exister. Et si les hommes découvraient qu'un vampire était entré dans l'un des leurs, eh bien ils le tuaient tout simplement. Pire, ils apprirent comment tuer l'hôte qui vivait à l'intérieur. Non que ce soit les derniers des problèmes du vampire. La nature est très étrange quand il s'agit de corriger ses erreurs, et elle est sans pitié. Et elle n'avait pas prévu que l'une de ces créatures deviendrait immortelle. Rien de ce qu'elle crée n'est censé vivre éternellement, et pourtant, il y avait une créature qui semblait défier cette règle inflexible, une créature qui, sauf accident, pouvait vivre indéfiniment. Furieuse, elle donna alors libre cours à toute son animosité contre les vampiries. Tandis que les siècles se succédaient et que la Terre traversait les âges jusqu'au jour présent, les ancêtres vampires développèrent eux aussi une faiblesse. Elle faisait partie d'eux à part entière, transmise de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Cette limitation imposée par la nature, la voici, puisque les vampires mouraient si rarement. Elle ne leur permettrait que très rarement d'engendrer. Et c'est pour cette raison que vous vous éteignez en tant que race? En tant qu'individu, nous pouvons nous reproduire une seule fois au cours de notre vie, quelle que soit notre longévité. Mais vous êtes si puissant. Je ne crois pas que la faute en incombe à vos mâles. Est-ce parce que vos femelles sont stériles? Je veux dire, est-ce qu'elles n'ont qu'une seule occasion de se reproduire? Nos mâles, Dragosani, nos femelles. Une fois encore, Dragosani recula contre l'arbre. Pardon? Cette histoire de mâles et de femelles. Non, Dragosani, si la nature nous avait accablés de ce problème, alors nous nous serions éteints depuis longtemps. Mais vous êtes un mâle, ça ne fait aucun doute. Mon hôte humain était mâle. À présent, les yeux de Dragosani étaient grands ouverts dans la nuit. Quelque chose en lui l'exhortait à fuir, mais fuir quoi? Il savait que la chose dans le sol ne pouvait pas, n'oserait pas lui faire de mal. Alors, vous êtes une femelle? Je pensais m'être clairement expliqué, je ne suis ni l'un, ni l'autre. Hermaphrodite, alors? Non. Asexué? Agame? Une gouttelette nacrée se formait sur l'extrémité blafarde et palpitante du tentacule lépreux, là où elle dépassait du trou dans l'arbre au-dessus de la tête de Dragosani. Comme elle grossissait, elle prit la forme d'une poire, s'étira vers le bas, commença à frissonner. Sur le dessus, un œil écarlate se forma, sans paupières, et se mit à scruter autour de lui, animé par une intention profonde. « Mais que faites-vous de votre désir, la nuit où nous avons pris la fille ?»« Ton désir, Dragosani. »« Et toutes les femmes que vous avez eues dans votre vie ?»« C'était mon énergie, mais le désir de mon hôte. »« Mais... Mais... Ah, mon
mon fils, tout sera bientôt terminé. La fin est proche. Alarmé, le nécromancien s'avança une fois encore vers le bord du cercle. La voix était si faible, si désespérée, empreinte d'une si grande douleur. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Prenez encore de la nourriture. Il trancha la gorge du second volatile et lança son corps qui se contractait sur le sol. Le sang rouge fut aspiré par la terre. La chose dans le sol put avidement. Dragosani attendit. Mais à présent son cuir chevelu était en proie à de forts picotements, car il percevait brusquement une grande force chez le vampire, et une fourberie encore plus grande. Il recula rapidement et au même moment la gouttelette nacrée au-dessus de lui devint écarlate et se détacha. Elle tomba sur la nuque de Dragosani juste sous son col haut. Il la sentit. Cela aurait pu être une goutte d'humidité tombée de l'arbre, excepté que tout était totalement sec ici. Il aurait également pu s'agir d'une fiente d'oiseau, mais il n'en avait jamais vu voler aucun en ce lieu. Quoi qu'il en soit, il porta machinalement sa main sur sa nuque pour l'essuyer, mais ne sentit rien. L'œuf vampire n'avait pas besoin d'un ovipositeur. Tel du mercure, il avait pénétré directement dans la peau. À présent, il explorait la colonne vertébrale de son hôte. Un instant plus tard, Dragosani ressentit une douleur et s'écarta de l'arbre d'un bond, se retrouvant ici à l'intérieur de ce qu'il avait pensé être la zone dangereuse. Il bondit de nouveau comme la douleur s'intensifiait. Cette fois, il fut incapable de se diriger. Il sortit du cercle en courant, se cogna contre les troncs des arbres qui se trouvaient sur son chemin. Il trébucha et tomba, s'étala de tout son long, et toujours cette douleur dans son crâne, cette pression sur son échine, le feu qui se répandait dans ses veines comme de l'acide. Il fut pris de panique, la pire panique qu'il ait jamais connue de sa vie. Il sentait qu'il allait mourir, que son attaque, quelle qu'en soit la cause, allait certainement le tuer. Il avait l'impression que ses organes internes éclataient, que son cerveau était en feu. À l'intérieur de lui, la semence du vampire avait trouvé un lieu de repos dans la cavité de sa poitrine. Elle s'arrêta d'explorer le corps et se prépara à dormir. Ses tâtonnements initiaux avaient été semblables aux coups de pied spasmodiques du nouveau-né, mais à présent, elle était au chaud et en sécurité, et désirait seulement se reposer. La douleur quitta Dragosani en un instant, et son soulagement fut si grand que son organisme perdit totalement son équilibre, se noyant dans le pur plaisir de ne plus souffrir. Il s'évanouit. Harry Keough était affali sur son lit. La sueur plaquait ses cheveux blonds roux sur son front, et ses membres se contractaient nerveusement de temps en temps, en réaction à un rêve qui était un peu plus qu'un rêve. De son vivant, sa mère avait été un médium jouissant d'une certaine réputation, et sa mort n'y avait rien changé. Cela avait même accru son don. Souvent, au cours des années qui s'étaient écoulées depuis sa disparition, elle était venue rendre visite à Harry dans son sommeil, ainsi qu'elle le faisait en ce moment même. Harry rêvait qu'ils étaient ensemble dans un jardin en été, le jardin de la maison de Bonnyrigg, où, au-delà de la clôture, la rivière tourbillonnait à sa façon paresseuse entre des berges devenues verdoyantes sous la chaleur du soleil et luxuriantes du fait de la fertilité de la rivière. C'était un rêve au contraste marqué et aux couleurs vives. Elle était jeune de nouveau, une jeune fille, et il aurait très bien pu être son amoureux plutôt que son fils. Mais dans son rêve, leur relation était très claire, et comme toujours, elle s'inquiétait pour lui. « Harry, ton projet est dangereux, et il ne peut pas marcher. De toute façon, as-tu bien réfléchi à ce que tu as l'intention de faire? Si tu réussis, ce sera un meurtre, Harry, et tu ne vaudras pas mieux que lui. » Elle tourna la tête, ses cheveux blonds soigneusement tressés, et regarda avec anxiété vers la maison. Ses yeux étaient comme du cristal bleu. La maison formait une tache sombre sur un ciel si bleu qu'il blessait les yeux. Elle se dressait là-bas, semblable à une tache d'encre gelée sur un fond vert et bleu qui viendrait se répandre sur un livre d'images pour enfants. Et tel un trou noir dans l'espace, aucune lumière n'y brillait, et absolument rien n'échappait à son vide béant et douloureux. La maison était noire à cause de ce qu'elle abritait, aussi noire que l'âme de l'homme qui y vivait. Harry secoua la tête, détourna les yeux de la maison au prix d'un gros effort de volonté. Pas un meurtre, la justice, à laquelle il a échappé pendant presque 16 ans. Je n'étais guère plus qu'un bébé, un tout petit enfant quand il t'a enlevé à moi. Il s'en est trop bien tiré jusqu'à maintenant, mais à présent je suis un homme. Quelle sorte d'homme serais-je si je le laissais continuer ainsi? Tu ne le vois donc pas, Harry? Assouvir ta vengeance ne réglera rien.
Le blanc ne s'obtient pas en superposant du noir sur du noir. » Ils s'assirent sur l'herbe et elle le serra dans ses bras, lui caressa les cheveux. Harry adorait cela quand il était bébé. Il regarda de nouveau vers la maison aux allures de taches d'encre, frissonna et détourna vivement les yeux. « Ce n'est pas simplement que je veux me venger, maman. Je veux savoir pourquoi. Pour quelle raison t'a-t-il assassiné? Tu étais une femme belle, riche et talentueuse. Il venait de t'épouser. Il aurait dû t'adorer. Et pourtant il t'a tué. Il t'a maintenu sous la glace et quand tu es devenu trop faible pour lutter, il a laissé la rivière t'emporter. Il t'a assassiné aussi froidement que si tu avais été un chaton non désiré, l'avorton de la portée. Il t'a arraché à la vie comme une mauvaise herbe dans un jardin, excepté que la mauvaise herbe c'était lui, et que toi tu étais une rose. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Pourquoi a-t-il commis ce crime? Je ne sais pas, Harry. Je ne l'ai jamais su. C'est ce que je dois découvrir. Et je ne peux pas le faire tant qu'il est en vie, car je sais qu'il n'avouera jamais. Donc il faut qu'il meure pour que j'apprenne enfin la vérité. Les morts ne me refusent jamais rien, ce qui signifie que je dois le tuer, et que je le ferai à ma façon. C'est une façon tout à fait horrible, Harry. Et je le sais bien. Oui, tu le sais. Et c'est pourquoi ça doit être fait de cette façon. Mais si quelque chose tourne mal, sachant que tu vas bien, je peux reposer en paix, Harry, mais si quelque chose devait arriver, il ne m'arrivera rien. Tout se passera exactement comme je l'ai prévu. Il lui déposa un baiser sur le front, mais elle continuait à s'agripper à lui. C'est un homme intelligent, Harry. Intelligent et mauvais. Parfois je percevais ce mal en lui et cela me fascinait. Qu'étais-je après tout sinon une jeune fille? Et lui, il était magnétique. L'âme russe en lui, qui était également en moi, le côté sombre de son esprit, le magnétisme et le mal. Nous étions des pôles opposés et nous nous attirions. Je sais que je l'ai aimé au début, même si je percevais son cœur noir, mais quant à la raison pour laquelle il m'a tué, il y avait quelque chose en lui, une folie, une chose indescriptible qu'il était incapable de contrôler. Cela, j'en suis sûr, mais quoi exactement? C'est ce que je dois découvrir, ou je ne connaîtrai pas le repos, moi non plus. Chut! Regarde! Harry tourna la tête. Une tache d'encre plus petite s'était détachée de la grande masse noire de la maison. Elle avait la forme d'un homme. Celui-ci descendit l'allée du jardin, jetant des regards furtifs ici et là, se tordant les mains d'un air préoccupé. Au milieu du pâté d'encre noire qui formait sa tête, deux ovales argentés brillaient, des yeux qui le conduisaient vers la clôture au fond du jardin. Harry et sa mère se serrèrent l'un contre l'autre, mais pour le moment, Chouchkin ne leur prêtait aucune attention. Il passa près d'eux, s'arrêta brièvement et renifla d'un air soupçonneux, presque comme un chien, puis il s'avança de nouveau. Arrivé à la clôture, il s'arrêta, s'appuya sur le barreau du haut et durant un long moment scruta le long remous de la rivière. Je sais ce qui le préoccupe. Chut! Il est capable de percevoir des choses. Il le pouvait toujours. La silhouette fit demi-tour, s'arrêtant de temps en temps, reniflant de nouveau de cette manière étrange. Arrivée près d'eux, elle sembla poser son regard argenté sur eux, mais celui-ci les traversa sans les voir. Puis elle cligna des yeux et s'éloigna, se dirigeant vers la maison en se tordant les mains comme auparavant. Tandis qu'elle se confondait avec la maison, le claquement d'une porte retentit. Le son se reproduisit dans la tête de Harry, résonna, et le claquement se métamorphosa en un coup sec, et une série de coups qui se répétaient. Il faut que tu partes. Sois prudent, Harry. Pauvre petit Harry. Il se réveilla en sursaut dans son appartement. Il aperçut les rayons obliques du soleil par la fenêtre et comprit que le soir approchait. Il avait dormi pendant au moins 3 heures. C'était plus qu'il en avait l'intention. Il sursauta comme les coups à la porte reprenaient de plus belle. Qui cela pouvait-il être? Brenda? Non, car il ne l'attendait pas. Bien que ce soit samedi, elle faisait des heures supplémentaires, bichonnant les cheveux des femmes davantage dans le cou de Harden. Alors qui? On frappa de nouveau avec insistance. Harry sortit ses jambes du lit avec raideur, se leva et alla jusqu'à la porte. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux bouffis de sommeil. Il avait rarement de la visite et aimait qu'il en soit ainsi. Ceci était une intrusion, un imprévu qu'il devait régler rapidement et d'une façon décisive.
Il remonta la fermeture à glissière de son pantalon et enfila une chemise tandis qu'on toquait de nouveau à la porte. De l'autre côté, Sir Guinan Gormley attendait sachant que Harry Keough était là. Il avait su qu'elle descendait la rue, elle avait perçu qu'elle montait l'escalier. La signature ESP de Keough était inscrite dans l'air de cet endroit, aussi identifiable qu'une empreinte digitale sur du verre transparent. Car à l'instar de Victor Shushkin et de Gregor Borowitz, c'était le don de Gormley. Lui aussi était un dénicheur, il savait instinctivement quand il se trouvait en présence d'un ESP. Et l'aura ESP de Keough était plus puissante que tout ce qu'il avait jamais perçu auparavant, à tel point qu'il avait l'impression de se trouver à proximité d'une sorte de grand générateur, tandis qu'il se tenait là devant la porte sur le palier en haut de l'escalier. Et voilà que Harry Keough lui-même ouvrait cette porte. Gormley avait déjà vu Keough, mais jamais de si près. Au cours de ces 3 dernières semaines, pendant qu'il séjournait chez Jack Harmon, il l'avait souvent vu. Gormley et Harmon, suivant parfois Keough, avaient surveillé le garçon discrètement, et à 2 reprises, George Hannant les avait accompagnés. Gormley n'avait pas été long à partager la vie de Harmon et de Hannant. Keough était effectivement quelqu'un de spécial. À l'évidence, ils avaient vu juste à son sujet, c'était bel et bien un nécroscope. Il avait la capacité de nouer des relations intelligentes avec les morts. Gormley avait beaucoup réfléchi aux dons étranges de Keough durant ces 3 dernières semaines. C'était quelqu'un qu'il aimerait beaucoup voir sous son contrôle. Il avait désormais trouvé le moyen de convaincre Keough de se ranger de son point de vue. Clignant des yeux pour en chasser le sommeil, Harry Keough toisa son visiteur. Il avait prévu de se montrer bourru, qui que soit l'intrus, de régler le problème et de s'en débarrasser, mais un seul regard lui suffit pour comprendre que ce ne serait pas si simple. Il y avait chez cet homme un air paisible et une intelligence sans prétention, mais imposante, qui, associée à son sourire chaleureux et à sa main tendue, exigeante, constituait une combinaison totalement désarmante. Harry Keough, je suis Guinan Gormley. Vous ne me connaissez pas, mais je sais beaucoup de choses sur vous. En fait, je sais quasiment tout sur vous. Le palier était mal éclairé et Harry ne distinguait pas très bien les traits de son interlocuteur. Une vague impression, c'est tout ce qu'il avait pu obtenir. Finalement, brièvement, il serra la main de Gormley, s'écarta et le fit entrer. Le contact, malgré sa brièveté, lui avait appris beaucoup de choses. La poignée de main de Gormley avait été ferme et pourtant souple, froide mais franche. Elle n'avait rien promis, mais n'avait pas été une menace. C'était la poignée de main de quelqu'un qui pouvait être un ami, excepté que... Vous savez tout sur moi ? Eh bien, ça ne doit pas chercher très loin. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Oh, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes bien trop modeste. À présent, dans la lumière plus vive qui traversait les fenêtres, Keough regardait son visiteur plus attentivement. Celui-ci pouvait avoir entre 50 et 60 ans, mais était probablement plus proche de la soixantaine. Ses yeux verts étaient un peu ternes et sa peau couverte de petites rides. Ses cheveux bien peignés étaient gris sur une tête massive, au front haut. Mesurant 1m75 environ, il portait une veste bien coupée, qui toutefois ne parvenait pas tout à fait à cacher ses épaules légèrement tombantes. Sir Guinan Gormley avait connu des jours meilleurs, mais Harry Keough se dit qu'il tenait encore la forme. « Comment dois-je vous appeler ?» C'était la première fois qu'il parlait à un Sir. « Guinan, ça suffira, puisque nous allons être amis. » « Vous êtes sûr de cela ? Que nous allons être amis, je veux dire ? Je dois vous avertir que je ne me lie pas facilement. » « Je ne pense pas que nous ayons le choix. Nous avons trop de choses en commun. De toute façon, d'après ce que j'ai entendu dire, vous avez beaucoup d'amis. » « Alors on vous a mal renseigné. Je peux compter mes véritables amis sur les doigts d'une main. » Gormley jugea qu'il ferait aussi bien d'aller droit au but. De toute façon, il voulait voir la réaction de Keough si on le prenait au dépourvu. Cela lui apporterait peut-être la preuve ultime. « Ceux-là sont les vivants. Mais je pense que les autres sont bien plus nombreux. » La remarque de Gormley frappa Harry comme une grenade. Il s'était souvent demandé ce qu'il ressentirait si quelqu'un le mettait au pied du mur de cette façon, et maintenant il savait. Il se sentait mal. Il chancela, trouva un fauteuil bancal et s'y laissa tomber. Blême, il frissonna, déglutit, regarda Gormley avec l'expression d'un animal pris au piège. Je ne sais pas de quoi vous... Gormley l'interrompit aussitôt. « Bien sûr que si, Harry. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous êtes un nécroscope, et vous êtes probablement le seul véritable nécroscope dans le monde entier. Vous êtes complètement cinglé. Venir ici et m'accuser de choses incroyables. Un nécroscope, moi.
Ça n'existe pas. Tout le monde sait qu'on ne peut pas... Qu'on ne peut pas... Coincé, il bafouilla et se tut. Qu'on ne peut pas quoi, Harry? Parler aux morts. Mais vous le pouvez, n'est-ce pas? Son front se couvrit d'une sueur froide. Il suffoquait. Il était pris et il le savait. Pris au piège comme une goule tenant un cœur ruisselant de sang entre les mains, comme un violeur dans le faisceau de la torche d'un policier, haletant entre les cuisses meurtries de sa victime. Cela n'avait jamais ressemblé à un crime auparavant. Il n'avait jamais fait de mal à personne, mais maintenant... Gormley s'approcha, l'empoigna par les épaules et le secoua dans son fauteuil. « Ressaisissez-vous, bon sang. Vous ressemblez à un petit garçon malpropre surpris en train de se masturber. Vous n'êtes pas malade, Harry. Ce que vous faites n'est pas une maladie, c'est un don. C'est une chose secrète. Je ne leur fais pas de mal. Jamais je ne leur ferai de mal. Sans moi, qui pourrait-il parler? Ils sont si seuls. » Il bredouillait presque, convaincu d'avoir de gros ennuis et essayant de s'en sortir. Gormley ne voulait surtout pas s'aliéner Harry. « Tout va bien, fiston, tout va bien. Calmez-vous. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Mais c'est une chose secrète. Du moins ça l'était. Et désormais, si les gens l'apprennent, ils n'en sauront rien. C'est mon travail de savoir ce genre de choses. Harry, je vous répète que vous n'aurez pas d'ennui. Pas avec moi. » Il était si persuasif, si calme. Était-il un ami, un véritable ami, ou était-il autre chose? Harry ne parvenait pas à contrôler sa panique, le choc de savoir que quelqu'un d'autre savait. La tête lui tournait. Pouvait-il avoir confiance à cet homme? Oserait-il faire confiance à quiconque? Et si Gormley représentait sa perte en tant que nécroscope, qu'adviendrait-il de sa vengeance sur Victor Shushkin? Rien ne devait empêcher cela. Il étendit son esprit et entra en communication avec un escroc qu'il connaissait dans le cimetière d'Easington. Gormley sentit le pouvoir qui sortait de Harry à cet instant, une énergie à l'état brut, autre, qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait rencontré jusqu'à présent, qui lui donnait des picotements sur le crâne et accélérait les battements de son cœur d'une façon alarmante. C'était bien ça. C'était le don du nécroscope en action. Gormley le savait aussi sûrement qu'il était né. Dans son fauteuil, Harry s'était tassé en une masse plus compacte, les épaules voûtées. Quelques minutes plus tôt, son visage était devenu aussi blanc que la neige entassée par le vent, dégoulinant de sueur comme un robinet défectueux. Mais maintenant, il se redressa et montra ses dents dans un sourire féroce, projetant des gouttes de sueur dans l'air tandis qu'il rejetait sa tête en arrière. Il se déroula comme un ressort, la panique le quittant en un instant. Sa main trembla à peine comme il coiffait en arrière ses cheveux humides sur son front. Son visage reprit rapidement des couleurs. « C'est bon. L'interview est terminée. » « Quoi ?» Gormley était stupéfait par cette transformation. « Vous m'avez entendu. C'est bien de cela qu'il s'agissait, non? Vous êtes venu ici pour tout savoir sur Harry Keough, l'écrivain. Quelqu'un vous aura parlé du thème d'une nouvelle histoire que je suis en train d'écrire, ce que personne n'était censé savoir, entre parenthèses, et vous m'avez agressé de cette façon pour avoir ma réaction. C'est une histoire d'horreur et vous avez entendu dire que je joue toujours ce que j'écris. Aussi, quand je joue le rôle du nécroscope, ce qui à propos est un mot de mon invention, je le fais avec conviction, naturellement. Je suis un bon acteur, vous comprenez? Ainsi, vous avez eu votre représentation gratuite, je me suis bien amusé, et maintenant l'interview est terminée. Vous savez où est la porte? Keenan. Gormley secoua la tête lentement. Tout d'abord, il avait été abasourdi, mais son instinct reprenait le dessus à présent. Et ce fut son instinct qui l'informa de ce qui se passait. Très astucieux, mais pas assez pour me berner. À qui parlez-vous en ce moment, Harry? Ou plutôt, qui parle à travers vous? Durant un moment, le défi continua à briller dans les yeux de Harry Keough. Puis Gormley sentit de nouveau le flot d'énergie étrange comme le garçon coupait le lien avec son défunt ami inconnu et malin. Son visage changea de façon visible. L'expression sarcastique s'estompa et Harry redevint lui-même. Mais il conserva une partie de son aplomb. La panique était passée. Que voulez-vous savoir? Tout. Je croyais que vous saviez déjà tout. C'est ce que vous avez dit. Mais je veux l'entendre de votre bouche. Je sais que vous ne pouvez pas expliquer comment vous parvenez à faire ça et je n'ai aucune envie de savoir pour quelle raison. Disons simplement que vous vous êtes retrouvé avec un don que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vie. C'est tout naturel.
Non, ce sont mes faits que je veux. L'étendue de votre don, par exemple, et ses limites. Jusque-là, je ne savais pas que vous pouviez utiliser votre don à distance. Je veux savoir de quoi vous parlez et ce qui les intéresse. Est-ce qu'ils vous considèrent comme un intrus ou bien vous font-ils un bon accueil? Comme je vous l'ai dit, je veux tout savoir. Ou sinon, cela n'entre pas en ligne de compte. Pour le moment. Alors nous allons être amis, hein? Harry, personne d'autre ne saura pour vous, je vous le promets. Et oui, nous allons être amis. C'est parce que nous avons besoin l'un de l'autre et parce qu'on a besoin de nous. D'accord. Vous pensez probablement que vous n'avez pas besoin de moi, que je suis la dernière personne dont vous ayez besoin. C'est vrai, pour le moment. Mais attendez de voir la suite. Là, vous aurez besoin de moi. Je vous le certifie. Et pourquoi avez-vous besoin de moi? Avant que je vous dise quoi que ce soit, avant même que j'admette quoi que ce soit, je dois dire qu'il y a une chose ou deux que vous feriez mieux de me dire. Gormley ne demandait pas mieux. Il acquiesça, regarda Harry droit dans les yeux, de ses yeux circonspects et interrogateurs, et prit une profonde inspiration. Tout à fait. Vous savez déjà qui je suis, alors je vais vous dire maintenant ce que je suis et quelles sont mes activités. Plus important, je vais vous parler des gens avec qui je travaille. Et il s'exécuta. Il parla à Harry du service anglais, et lui dit le peu de choses qu'il savait sur les services équivalents américains, français, russes et chinois. Il lui parla des télépathes, qui communiquaient entre eux à travers le monde sans l'aide d'un téléphone, uniquement par l'esprit, de la préscience, la capacité de lire dans le futur et d'annoncer des événements à venir, de la télékinésie et de la psychokinésie, d'hommes qui pouvaient faire bouger des objets solides par leur seule volonté sans avoir recours à la moindre force physique. Il parla de la clairvoyance et d'un homme de sa connaissance qui était capable de vous dire ce qui se passait n'importe où dans le monde à un moment précis, de la guérison psychique et d'un docteur qui pouvait invoquer le pouvoir suprême de la vie dans ses mains nues et chasser des maladies sans l'aide d'aucun traitement classique. Enfin, il lui parla de toute la gamme d'experts placés sous son commandement, parmi lesquels Harry avait également sa place. Et il lui dit tout cela d'une telle façon, avec une telle compréhension, une telle clarté et une telle conviction, que Harry sut qu'il disait la vérité. Comme vous le voyez, vous n'êtes pas un monstre, Harry. Votre don est peut-être unique, mais vous, en tant qu'espère, ne l'êtes pas. Votre grand-mère avait ce don avant vous et elle l'a transmise à votre mère. À son tour, elle vous en a transmis une bonne partie. Dieu seul sait ce que vos propres enfants seront capables de faire, Harry Geoff. Après un long moment, une fois qu'il eut assimilé tout ce qui venait d'être dit, Harry demanda. « Et maintenant, vous voulez que je travaille pour vous ?» En un mot, oui. Et si je refuse? Harry, je vous ai trouvé. Je suis un dénicheur, je n'ai pas un véritable don ESP moi-même, et je suis capable de repérer un ESPer à 1 kilomètre de distance. Je suppose que c'est un don en soi, mais c'est tout ce que j'ai. La seule chose dont je suis absolument certain, c'est qu'il y en a d'autres comme moi. L'un d'eux est le patron du service russe. Harry, je suis venu vers vous et j'ai joué carte sur table. Je vous ai dit des choses que je n'étais même pas autorisé à vous révéler. Et parce que je veux que vous ayez confiance en moi, et également parce que je pense que je peux avoir confiance en vous. Vous n'avez rien à craindre de moi, Harry, et je ne peux pas vous promettre la même chose de la part du camp adverse. Vous voulez dire qu'ils pourraient me trouver eux aussi? Ils sont de plus en plus ingénieux, Harry, tout comme nous. Ils ont au moins un homme en Angleterre. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai senti tout près de moi. Je sais qu'il m'observait et qu'il me surveillait. Cet homme est probablement un dénicheur, lui aussi. Je dis simplement la chose suivante. Je vous ai trouvé, alors combien de temps s'écoulera-t-il avant qu'il vous trouve? La seule différence, c'est que eux ne vous laisseront pas le choix. Mais avec vous, j'ai le choix, exact? Bien sûr. Cela dépend uniquement de vous. Vous êtes libre de nous rejoindre ou pas. C'est votre décision. Alors prenez votre temps, Harry, et réfléchissez-y. Mais pas trop longtemps, quand même. Comme je vous l'ai dit, nous avons besoin de vous, et le plus tôt sera le mieux. Harry pensa à Victor Shushkin. Il ne pouvait pas le savoir, mais Shushkin était l'homme que Gormley avait senti en train de l'observer. Je dois d'abord faire certaines choses avant de prendre une décision définitive. Bien sûr, je comprends parfaitement. Cela peut prendre un certain temps.
Peut-être 5 mois. S'il le faut. Je pense que oui. J'ai la gorge sèche. Vous voulez un café? Gormley lui rendit son sourire. Avec plaisir. Pendant que nous le boirons, peut-être aimeriez-vous me parler un peu de vous, hein? Harry sentit qu'un grand poids venait d'être ôté de ses épaules. Oui, je pense que je ferai aussi bien. 2 semaines plus tard, Arekeof termina son roman et entreprit de s'entraîner au sujet de Victor Shushkin. Une avance pour son livre lui assurait la stabilité financière dont il aurait besoin pour les 5 ou 6 prochains mois, jusqu'à ce que le travail soit fait. Sa première décision fut de se joindre à un groupe d'adeptes de la natation par tous les temps, des garçons complètement cinglés qui avaient l'habitude de se baigner dans la mer du Nord au moins 2 fois par semaine durant toute l'année, y compris pour Noël et le jour de l'an. Ils étaient connus pour briser la glace sur le bassin de retenue de Harden et faire des plongeons de bienfaisance au profit de la Fondation pour le cœur britannique. Brenda, qui était une jeune fille pondérée quel que soit le sujet abordé, exception faite de tout ce qui concernait Harry lui-même, pensa qu'il était fou. Bien sûr. « C'est parfait en été, Harry », lui avait-elle dit un soir à la fin du mois d'août, alors qu'ils étaient allongés, nus et enlacés dans son appartement. « Mais quand il commencera à faire froid, hein? Je ne te vois pas briser la glace pour faire quelques brasses. Que signifie cet engouement soudain pour la natation, dis-moi? C'est juste une façon de rester en forme et en bonne santé. Tu n'aimes pas que je sois en forme? Parfois, je trouve que tu es bien trop en forme. » En fait, elle avait été plus heureuse qu'à n'importe quel moment depuis plus de 3 ans. Harry était bien plus expansif maintenant, moins enclin à broyer du noir, plus enjoué et plus passionnant. Et son soudain intérêt pour le sport ne se limitait pas à la natation. Il pratiquait également l'autodéfense et s'était inscrit à un petit club de judo à Hartlepool. Au bout d'une semaine seulement, son entraîneur l'avait qualifié de judoka né et avait dit qu'il attendait de grandes choses de lui. Il ne savait pas, bien sûr, que Harry avait un autre entraîneur, un homme qui avait été autrefois le champion du judo de son régiment, lequel à présent n'avait rien de mieux à faire que de transmettre toutes ses connaissances techniques à Harry. Mais en ce qui concernait ses performances en natation, il s'était toujours considéré comme un nageur très moyen. De toute évidence, c'était la vérité. Au début, les autres membres du groupe le surpassaient largement, du moins jusqu'à ce qu'il trouve un ancien médaillé d'argent aux Jeux Olympiques qui était mort dans un accident d'automobile en 1960. Un fait énoncé sur sa pierre tombale dans le cimetière de Sainte Marie de Stockton. Harry fut accueilli avec enthousiasme, son projet avec réserve, et son nouvel ami prit part aux réjouissances avec un bel aplomb. Même avec ce genre d'avantage, cependant, il restait le côté physique à surmonter. Harry pouvait laisser l'esprit du nageur professionnel guider sa technique, mais celui-ci ne pouvait rien faire concernant son absence de muscles. Seul un entraînement réel pouvait y remédier. Néanmoins, ses progrès étaient rapides. En septembre, sa nouvelle toquade fut la nage sous l'eau. Autrement dit, voir combien de temps il pouvait rester sous l'eau sans respirer et quelle distance il pouvait parcourir avant de remonter à la surface. La première fois qu'il parvint à nager 2 longueurs complètes de la piscine sous l'eau fut un jour mémorable pour Harry. Tous les autres s'étaient arrêtés de nager pour le regarder. Cela se passait à la piscine de Seaton Carrow. Ensuite, l'un des garçons s'était approché et lui avait demandé quel était son secret. Harry avait haussé les épaules avant de répondre. « Tout est dans l'esprit. La volonté, je suppose ?» Ce qui était assez proche de la vérité. Ce qu'il ne dit pas, c'est que bien que la volonté ait été la sienne, il n'en avait pas toujours été de même pour son esprit. Fin octobre, Harry avait quelque peu délaissé son entraînement de judo. Ses progrès avaient été trop rapides et ses entraîneurs au club commençaient à se poser des questions à son sujet. De toute façon, il était satisfait d'être en mesure de se débrouiller tout seul à présent, même sans l'aide du sergent Graham Lane. Entre-temps, il s'était également mis à faire du patin à glace, la dernière discipline prévue dans son programme. Brenda, elle-même une patineuse de bon niveau, fut étonnée. Elle avait souvent essayé de persuader Harry de l'accompagner à la patinoire de Durham, mais il avait toujours refusé. Cela n'avait rien d'anormal, elle savait plus ou moins comment sa mère était morte. Elle estimait simplement qu'il devait surmonter sa peur. Elle ne pouvait pas savoir que cette peur n'était pas entièrement celle de Harry, mais celle de sa mère. À la fin, cependant, Arekeof avait compris la signification des préparatifs de Harry et finit par l'aider volontiers. Tout d'abord, elle fut effrayée. La glace, les souvenirs, l'horreur de sa mort continuaient à la hanter. Mais très vite, elle prit plaisir à patiner de nouveau, tout comme elle le faisait de son vivant. Elle y prenait du plaisir par l'intermédiaire de Harry, et en retour il recevait les bénéfices de son enseignement. Si bien que, en peu de temps, il fut à même d'entraîner Brenda dans une danse endiablée sur la glace, au grand étonnement de celle-ci. « Il y a une chose que je peux dire à coup sûr à ton sujet, Arekeof.
bon sang, tu es un véritable athlète. Harry avait compris à ce moment-là qu'il pourrait réellement en devenir un s'il n'avait pas eu d'autres affaires plus urgentes à régler. Puis, durant la première semaine de novembre, alors que l'hiver arrivait subrepticement, sa mère lui avait fait une révélation qui lui avait fait l'effet d'une véritable bombe. Harry se sentait mieux qu'il ne l'avait jamais été de sa vie, capable d'affronter le monde entier, la nuit où elle vint vers lui dans ses rêves. Le jour, c'était toujours à lui de la contacter s'il désirait lui parler, mais quand il dormait, c'était différent. Elle avait un accès instantané à son esprit. En règle générale, elle respectait son intimité, mais cette fois, elle devait absolument lui parler de quelque chose qui ne pouvait pas attendre. Harry, pouvons-nous parler? Cela ne te dérange pas? Non, maman, cela ne me dérange pas. Qu'y a-t-il? Elle prit son bras, le tint fermement et, sachant à présent qu'elle avait établi une communication, laissa ses peurs et sa demande pressante sortir d'elle comme un véritable torrent de mots. Harry, j'ai parlé aux autres. Ils m'ont dit qu'un terrible danger te menace. Un danger venant de Shushkin. Et si jamais tu le détruis un autre au-delà de lui? Harry, je suis si inquiète à ton sujet. Un danger venant de mon beau-père? Oui, bien sûr, nous l'avons toujours su. Mais un danger au-delà de lui? À quels autres as-tu parlé, maman? Je ne comprends pas. Si, tu comprends parfaitement. Ou tu comprendras si tu le voulais. D'où penses-tu que vient ton don, Harry Keough? Sinon de moi. Je parlais aux morts bien avant que tu viennes au monde. Pas aussi bien que tu le fais, non, mais suffisamment bien. Je n'obtenais que de vagues impressions, des échos, des souvenirs qui persistaient, alors que toi tu leur parles vraiment. Tu apprends auprès d'eux, tu les invites à venir en toi. Mais les choses sont différentes à présent. J'ai disposé de 16 ans pour exercer mon art, Harry, et je suis bien plus compétente maintenant que je ne l'étais de mon vivant. J'ai été obligé de l'exercer, tu comprends? Pour ton bien. Sinon, comment pourrais-je veiller sur toi? Il la serra contre lui de nouveau, passa ses bras autour de ses épaules et regarda au fond de ses yeux inquiets. Ne lutte pas avec moi, maman, c'est inutile. Et réponds-moi, qui sont ces autres dont tu parles? D'autres comme moi-même. Des gens qui ont été des médiums de leur vivant. Certains comme moi sont morts seulement récemment dans l'échelle du temps, mais d'autres reposent dans la terre depuis très longtemps. Jadis on les appelait des sorciers et des sorcières, et parfois on leur donnait des noms pires que cela. Beaucoup d'autres d'entre eux sont morts pour cette raison. Ce sont à eux que j'ai parlé. Bien que ce soit un rêve, Harry trouva cette perspective effrayante. Des morts qui parlaient à d'autres morts, qui communiquaient entre eux depuis leur tombe, qui observaient des événements dans le monde vivant, éveillé, d'où eux-mêmes étaient partis pour toujours. Il frissonna légèrement en espérant qu'elle ne l'avait pas remarqué. Et qu'ont-ils dit, ces autres? Ils te connaissent, Harry. Du moins, ils connaissent ton existence. Tu es celui qui se montre comme l'ami des morts. Grâce à toi, les morts ont un avenir, certains d'entre nous en tout cas. Grâce à toi, certains d'entre nous ont peut-être la possibilité de terminer les choses qu'ils n'ont jamais terminées de leur vivant. Ils te regardent comme un héros, Harry, et eux aussi sont inquiets pour toi. Sans toi, il ne leur reste plus d'espoir, tu comprends? Ils te supplient de renoncer à cette obsession, à cette vendetta. Tu veux parler de Shushkin? Je ne peux pas faire ça. Il t'a mise là où tu es, maman. Harry, ce n'est pas si affreux ici. Je ne suis plus seul désormais, plus maintenant. N'essaye pas de m'abuser, maman. Tu dis cela uniquement pour me rassurer. Cela ne fait que t'aimer davantage et te regretter davantage. La vie est un cadeau et Shushkin t'en a privé. Écoute, je sais ce que je fais n'est pas bien, mais ce n'est pas injuste non plus. Ensuite, tout sera différent. J'ai des projets. Tu m'as transmis un don, oui, et quand cette affaire sera terminée, je l'utiliserai à bon escient. Je te le promets. Mais Shushkin passe avant tout. C'est cela. Il le faut. C'est ton dernier mot. Oui. Elle hocha la tête tristement, se dégagea de son étreinte et s'écarta de lui. Je leur avais dit que ce serait là ta réponse. Très bien, Harry, je n'insiste pas. Je vais m'en aller maintenant et te laisser faire ce que tu dois faire. Mais sache une chose. Il y aura des avertissements. 2 avertissements, et ils ne sont pas agréables. L'un vient des autres, et tu le trouveras ici dans ce rêve. L'autre attend dans le monde éveillé. 2 avertissements, Harry. Et si tu n'en tiens pas compte, tu en supporteras les conséquences. Elle commença à s'éloigner de lui, en flottant entre les pierres tombales indistinctes.
La brume léchait ses chevilles et ses mollets. Il voulut la suivre mais en fut incapable. Une matière propre au rêve, invisible, s'interposait entre eux. Ses pieds semblaient soudés au gravier des allées du cimetière. Des avertissements? Quelle sorte d'avertissement? Suis cette allée, et tu trouveras l'un d'eux là-bas. L'autre viendra de quelqu'un à qui tu ferais bien de te fier. Les deux sont des indications à propos de ton avenir. L'avenir est incertain, maman. Personne ne le voit clairement, personne ne le connaît avec certitude. Alors appelle cela ton avenir probable. Le tien est également l'avenir des deux autres personnes. Quelqu'un que tu aimes et quelqu'un qui a demandé ton aide. Harry n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, maman? Mais sa voix, sa silhouette et son esprit s'étaient déjà confondus avec les volutes de brume du rêve et elle disparut. Harry regarda dans la direction qu'elle avait montrée du doigt. Les pierres tombales étaient alignées comme des dominos géants, de hautes tombes dont les sommets se perdaient dans un voile de brouillard. Elles étaient sinistres, inquiétantes, de même que l'allée qui se dressait entre elles et que la mère de Harry lui avait montrée. Quant à ces avertissements, peut-être valait-il mieux qu'il ne les connaisse pas. Peut-être ne devait-il pas du tout aller dans cette direction, mais il n'eut pas à marcher. Son rêve l'emmenait dans cette direction de toute façon. Harry se laissa entraîner sans résister le long de l'allée de gravier, entre des rangées de pierres tombales massives, attiré par une force inhérente à son rêve qui ne pouvait pas être niée, il le savait. Au bout de l'allée, il y avait un espace vide où la brume seule tournoyait et tourbillonnait, un endroit froid et solitaire. Et au-delà, 3 autres pierres tombales, mais d'une certaine façon plus sinistres que toutes les autres réunies. Harry fut entraîné à travers l'espace vide dans leur direction, et comme il s'en approchait, là où elle se dressait hors de la terre, la force du rêve le déposa doucement sur le sol et lui rendit sa volonté. Il regarda les pierres tombales et la brume qui les cachait à moitié se dissipait lentement. Harry lut l'avertissement que les autres, dont avait parlé sa mère, avaient laissé à son intention, gravé en de profondes lettres géométriquement rigides sur leur surface. La première pierre disait « Brenda Cowell, née en 1958, mourra bientôt en couche. Elle aimait et était tendrement aimée. » La seconde disait « Sir Keenan Gormley, né en 1915, mourra bientôt dans d'atroces souffrances. D'abord et avant tout, un patriote. » Enfin, sur la troisième était inscrit « Harry Keough, né en 1957. Les morts le pleureront. » Harry ouvrit la bouche et cria son refus. Il s'écarta en titubant des pierres tombales, trébucha, écarta les bras pour amortir sa chute, et heurta une petite table de chevet. Durant un long moment, il resta allongé sous le choc de ce réveil brutal, bouleversé, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Puis il sursauta violemment de nouveau, tandis que son téléphone sonnait. C'était Keenan Gormley. Harry se laissa tomber en frissonnant dans un fauteuil, le combiné plaqué contre son oreille. « Ah, c'est vous. » « Suis-je une telle déception, Harry ?»« Non, mais je dormais. Disons que vous m'avez réveillé en sursaut. »« Oh, je suis désolé, mais le temps passe vite, et... » »« Oui. »« Avez-vous dit oui ?»« Je veux dire oui. Je vais vous rejoindre. Du moins, je vais venir vous voir. Nous parlerons plus longuement de cela. » Harry avait réfléchi à la proposition de Gormley pendant un certain temps, comme il avait promis de le faire. Mais en réalité, c'était son rêve, lequel, bien sûr, avait été plus qu'un simple rêve, qu'il l'avait finalement décidé. Sa mère lui avait dit qu'il y avait quelqu'un à qui il ferait bien de se fier, quelqu'un qui avait demandé son aide. Qui cela pouvait-il être, sinon Gormley? Jusque-là, les chances qu'il rejoigne ou non les ESPR de Gormley avaient été de 50-50. Soit il acceptait, soit il refusait. Mais maintenant, il existait un moyen de modifier ce que Mary Keough avait appelé son avenir probable, et aussi ceux de Brenda et de Gormley. « Mais c'est merveilleux, Harry. Quand comptez-vous venir? Il y a tant de personnes que vous devez absolument rencontrer. Nous avons tant de choses à vous montrer et tant de choses à faire. » Harry essaya de le freiner un peu dans son enthousiasme. « Pas tout de suite. Enfin, je viendrai bientôt, quand je pourrai. »« Quand vous pourrez. » Bientôt, dès que j'aurai terminé ce que j'ai à faire. »« Entendu. Je devrais me contenter de cela. Mais Harry,
n'attendez pas trop longtemps, vous voulez bien? Non, je n'attendrai pas trop longtemps. Il raccrocha. Le téléphone était à peine posé sur son socle qu'il sonna de nouveau. Avant même que Harry puisse se détourner, il décrocha. Harry? C'était Brenda. Sa voix était ténue et douce. Brenda? Écoute, mon amour, j'aimerais... Ce que j'essaie de dire, c'est que... marions-nous. Oh, Harry. Il l'entendit soupirer à l'autre bout du fil et sentit son soulagement immédiatement dans son oreille. Je suis si contente que tu aies dit cela avant. Marions-nous bientôt. L'interrompit-il en s'efforçant de ne pas s'étrangler en prononçant ces mots tandis qu'il revoyait dans son imagination l'inscription sur la pierre tombale de Brenda telle qu'elle lui était apparue dans son rêve. Mais c'est pour cette raison que je t'appelais. C'est pour cela que je suis contente que tu me l'aies demandé, tu comprends? Harry, je crois que nous aurions dû nous marier de toute façon. Cette nouvelle ne fut en aucun cas une surprise pour Harry Kerf.